Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce premier épisode de La justice autrement, une série de 4 dialogues dédiés à la présentation des programmes de la Cour municipale de la Ville de Montréal. Pour un Montréalais ou une Montréalaise, lorsqu'on dit justice ou palais de justice, on pense sans contredit, euh, au palais de justice, haut de 17 étages, qui trône dans le Vieux-Montréal, le 1 rue Notre-Dame-Est. Cela étant dit, on oublie souvent que la justice se vit, s'articule et s'opère ailleurs, dans d'autres institutions. Ce que j'ai en tête, vous l'aurez peut-être deviné, c'est la Cour municipale de Montréal, dont le chef-lieu est situé à une distance de marche du palais de justice. La Cour municipale de Montréal, c'est un tribunal judiciaire ayant une compétence en matière criminelle, pénale et civile. C'est également une cour de proximité. Enfin, c'est une institution humaine, de par les gens qui y travaillent, mais également ceux qui la fréquentent, mais aussi de par les programmes que la Cour a développés pour le bénéfice des justiciables. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur d'accueillir Maître Claude Lompré-Poirier et Maître Sophie Blackburn, deux procureurs de la Cour municipale, pour nous parler justement de la Cour, mais pour nous présenter aussi les programmes page SM et page A, soit le programme d'accompagnement justice en santé mentale et le programme d'accompagnement justice pour les Autochtones. Bonjour, Maître Lompré, et bonjour, Maître Blackburn. Bonjour. Bonjour Bertrand. Soyez les bienvenus parmi nous. On va avoir aujourd'hui un échange d'environ 45 minutes, suivi d'une période de questions. Je vous invite justement à utiliser l'outil Q&A qui est au bas de votre application Zoom. Donc, pour poser vos questions par écrit à nos deux avocates qui vont y répondre à la toute fin de l'entretien. Sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter nos deux invités. D'abord, Maître Claude Lompré-Poirier a obtenu son baccalauréat en droit à l'Université de Sherbrooke et une maîtrise en droits humains à l'Université de Strasbourg en France. En début de carrière, Maître Lompré a travaillé au directeur des poursuites criminelles et pénales de Sherbrooke et à la Coalition des organismes communautaires québécois de la lutte contre le VIH-Sida. Depuis près de 6 ans, elle est procureure aux poursuites criminelles et pénales à la Cour municipale de Montréal. Quant à elle, Maître Sophie Blackburn a obtenu un baccalauréat en droit à l'Université de Montréal. Elle a débuté un stage à titre de procureur à la Cour municipale de Montréal à sa sortie de l'école du barreau et elle y exerce toujours depuis maintenant près de 15 ans. Ayant fait ses débuts en droit civil, pénal et criminel, Maître Blackburn a rapidement fait sa marque au tout début de la mise sur pied des programmes sociaux de la Cour. Elle est d'ailleurs coordonnatrice du page SM et du programme EVE depuis quelques années, et elle s'implique auprès des victimes et des personnes les plus vulnérables. Encore une fois, Maître Lompré et Maître Blackburn, bonjour et bienvenue. Merci. Avant de se lancer dans notre dialogue, dans notre entretien, on a préparé pour vous une courte mise en situation. C'est l'histoire d'un homme, de Peter. Alors, on va l'écouter en audio et on va essayer, à partir des faits de cette mise en situation-là, d'en savoir un peu plus là, sur la cour municipale et les programmes que Peter pourrait bénéficier. Alors, je vous invite, en fait, on va lancer l'audio et je vous invite à écouter attentivement l'histoire de Peter. Inuit originaire de Kuujjuaq. Il vit en situation d'itinérance à Montréal depuis quelques années. À son arrivée en ville, Peter a rencontré des gens de sa communauté et s'est mis à consommer de l'alcool et des drogues près d'une station de métro du centre-ville. Il lui arrive souvent de hausser le ton lorsqu'il rencontre des gens qui ne sont pas en accord avec ses points de vue. Peter devient souvent violent. Il est convaincu que les autres lisent dans ses pensées et qu'ils sont en fait des policiers qui veulent le ramener dans sa communauté. Il se met donc à consommer davantage pour que ses pensées envahissantes cessent. Un soir, à la suite d'une crise, Peter est transporté à l'hôpital. Il demeure quelques jours afin que les médecins investiguent. Les médecins posent un diagnostic et apprennent à Peter qu'il est probablement bipolaire. Une médication lui est prescrite et un suivi médical est nécessaire. Malheureusement, Peter recommence à consommer de l'alcool à sa sortie de l'hôpital. Il refuse par ailleurs de prendre sa médication. Un soir,
Alors qu'il est en état d'ébriété, Peter frappe un inconnu qui sort du métro. Il est également très agressif envers les policiers au moment de son arrestation. Peter est donc amené dans un centre opérationnel afin de comparaître détenu le lendemain à la Cour municipale de Montréal. Les policiers mentionnent à leur rapport que l'homme d'origine autochtone semble confus et tient des propos incohérents. Alors, on revient, on a écouté donc l'histoire de Peter et mes premières questions, je vais les adresser à vous, Maître Lompré. Oui. Peter se fait arrêter par la police, c'est ce que l'histoire nous dit. Il doit comparaître à quel endroit? Donc, dans l'histoire, on comprend que Peter va être amené à la Cour municipale de Montréal. Dans les faits, concrètement, il ne sera pas amené physiquement à la Cour municipale de Montréal. Alors, toute personne qui se fait arrêter suite à une arrestation là, de nature criminelle, toute personne va être amenée dans ce qu'on appelle un centre opérationnel qui est lié au service de police de la Ville de Montréal. Donc, c'est une espèce de gros poste de police. Il y en a 4 à Montréal et, comme je disais, donc une personne qui est arrêtée par les policiers et quand les policiers déterminent que cette personne-là doit être gardée détenue jusqu'à ce qu'elle apparaisse, qu'elle comparaisse en fait devant un juge criminel, toute personne en ce moment va transiger par un centre opérationnel. Maintenant, ça, c'est Peter physiquement. Le dossier de Peter, lui, dans ce cas-ci, on comprend que le dossier de Peter va être transmis donc à la Cour municipale. Et je pense que ce qui est important qu'on mentionne, en fait, c'est que donc normalement, au Québec, il y a un organisme qui est chargé de recevoir ce type de dossier-là et qui est chargé d'entamer des poursuites criminelles contre une personne. C'est ce qui est bien connu comme le DPCP, donc le directeur des poursuites criminelles et pénales. Oui. Le DPCP, en fait, depuis plus de 30 ans, a donné des mandats donc, à différentes cours municipales au Québec. En fait, a donné le pouvoir de pouvoir porter des accusations criminelles pour des gestes qui ont été commis sur le territoire de la cour municipale. Et donc, c'est ce qui explique en fait que Peter, que son dossier puisse être transmis à la Cour municipale de Montréal, qui, elle, a justement ce fameux mandat là, du DPCP de pouvoir porter des accusations criminelles pour des gestes qui ont été commis sur son territoire. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, la Cour municipale a le pouvoir donc de porter des accusations criminelles, mais pas pour tous les gestes criminels qui seraient commis sur l'île de Montréal. C'est généralement, là, on parle des infractions criminelles qui sont comme parmi les moins graves là, prévues au Code criminel. Donc, là, Peter s'en va au centre opérationnel et son dossier, dans ce cas-ci, va être transmis donc, à un procureur de la Cour municipale de Montréal. C'est super intéressant. Donc, physiquement, le dossier de Peter s'en va à la Cour municipale de Montréal. Il ne s'en va pas donc au Palais de justice de Montréal, là, comme on pourrait s'imaginer, par exemple. Dans vos mots, Maître Lompré, la Cour municipale, en fait, on l'a dit un peu en introduction, c'est quoi la Cour municipale de Montréal? Donc, la Cour municipale, c'est, je pense que les gens vont bien la connaître comme étant l'endroit où on va pouvoir, comme citoyen, contester une contravention qu'on a reçue, par exemple au cas de la sécurité routière, mais ou une contravention qui découle d'un règlement municipal. Donc, c'est effectivement un lieu où il va se contester là, vraiment beaucoup de contraventions, ce que nous, on appelle là, de nature pénale. Donc, les contraventions vont être contestées. Et il va y avoir aussi le fameux pouvoir criminel, donc la juridiction criminelle, où des accusations criminelles vont être portées contre des personnes qui ont commis des gestes qui sont interdits par le Code criminel. Et en fait, je vous disais un peu plus tôt que les crimes qui nous concernent, donc à la Cour municipale, sont généralement parmi les moins graves. Et comment je pourrais dire ça sans. En fait, c'est qu'on se retrouve à faire face à des gens qui sont accusés, qui sont généralement pas de très grands criminels. Ce sont très souvent des gens qui vivent plusieurs difficultés, donc plusieurs vulnérabilités. Alors, comme l'histoire de Peter, en fait, là, on comprend que Peter, donc, si j'ai bien retenu, là, donc il semble avoir un problème de trouble de consommation.
Là, on découvre un problème en santé mentale qui semble non accepté ou en tout cas non adressé pour le moment. Ouais. Là, ça le mène à des gestes de violence envers une personne inconnue. On comprend aussi qu'il entend des voix. Donc, on voit là, que c'est une personne qui, c'est ça, a l'air de vivre une grande précarité Détresse. sociale. Et donc, cette clientèle-là, donc assez démunie, a mené finalement la Cour municipale depuis plus de 30 ans, là, depuis à peu près le moment où elle a eu le mandat de porter des accusations criminelles. Donc, elle a fait le constat que l'approche traditionnelle qu'on connaît comme étant la poursuite, le procès, éventuellement la prison, là, le constat est devenu que si on voulait éviter procès, en fait, poursuite, procès, prison, peut-être qu'il fallait essayer de faire les choses autrement. Et donc, peut-être qu'il fallait essayer d'offrir des services d'aide aux personnes, évidemment victimes, mais aussi aux accusés. Donc, pour essayer de ne plus les revoir devant les tribunaux, pour essayer de briser le cercle vicieux qui est la condamnation et ensuite là, de recommencer à commettre des délits. Donc, justement, d'essayer d'offrir des services d'aide. Donc, c'est l'approche qui a été tentée depuis 30 ans et qui continue de s'élargir, d'offrir des services d'aide, notamment aux accusés. Donc, si je me permets de résumer un petit peu, donc je comprends que c'est une cour qui a plus qu'une juridiction en matière de contestation de tickets, là, permettez-moi l'expression. Donc, il y a une compétence, il y a un volet pénal, il y a un volet criminel et je comprends également qu'il y aurait aussi un volet civil à la Cour municipale de Montréal, mais ce n'est pas le cadre de notre entretien aujourd'hui. Et que vous, en tant que procureur là, de la Cour municipale, vous êtes mandataire du DPCP pour porter des accusations et que les gens qui fréquentent la Cour ou qui passent par la Cour, bien, ce sont des êtres humains avec parfois des situations là, de vulnérabilité plutôt complexes ou multidimensionnelles. Super intéressant. Est-ce que dans le cas de Peter, là, par exemple, si je me permets de parler un petit peu de lui, c'est quoi le genre d'accusation qui pourrait être portée? Tantôt, vous nous avez dit, là, il a frappé quelqu'un à la sortie d'un métro, il n'a pas collaboré avec les policiers, il semble entendre des voix, il semble aussi proférer, là, lancer des invectives à des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Quel genre d'accusation est-ce qu'un procureur pourrait porter contre Peter dans ce cas-ci? OK. Donc, en fait, comment ça se passe? C'est que les policiers, donc une fois qu'ils ont arrêté Peter, nous transmettent un dossier. Il faut comprendre que les policiers, en fait, vont nous suggérer des accusations qui pourraient être portées contre Peter, mais que c'est vraiment le procureur, après analyse de la preuve recueillie par les policiers, que le procureur va faire un choix. Premièrement, est-ce qu'il doit porter des accusations? Et s'il doit porter des accusations, quelles peuvent-elles être? Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, Peter donc, a attaqué une personne inconnue donc, à la sortie du métro. Quand les policiers nous soumettent un dossier, il y a généralement un peu plus de détails que là, ce qu'on sait dans la trame factuelle. Mais par rapport à une agression, ce que les policiers vont nous mentionner, c'est est-ce qu'il y a eu des blessures importantes qui ont été causées à la victime et ou est-ce qu'il y a une arme a été utilisée? Et donc, dans ce cas-ci, si on se dit qu'il n'y avait pas d'armes et qu'il n'y a pas de blessures non plus majeures qui ont été causées à la victime, généralement pour des violences de ce type-là, ça va être une accusation de voie de fait qui va être portée contre la personne. Là, par la suite, on comprend aussi dans votre trame factuelle qu'il va être très agressif lorsque les policiers se présentent à lui pour l'arrêter. Oui. Donc, à ce moment-là, dépendamment des détails que les policiers nous donneront, on pourrait penser qu'il pourra faire face à des accusations de voie de fait aux policiers si, par exemple, il aurait donné un coup de pied aux policiers lorsqu'ils essaient de l'arrêter. Donc, il pourrait y avoir un autre chef d'accusation de voie de fait. Il pourrait y avoir un chef d'accusation de menace de causer des lésions ou des menaces de causer la mort. Si, par exemple, Peter avait dit aux policiers dès que je sors de prison, je vais te retrouver, je vais te tuer à ce moment-là. Donc, là, il pourrait y avoir une accusation de menace. Et ce qu'on voit quand même assez souvent dans ce contexte-là, c'est une accusation d'entrave au travail des policiers. Donc là, ça, c'est lorsqu'une personne résiste très fortement au travail des policiers, refuse de s'identifier et ou lorsqu'elle, en fait, de manière importante, le retarde ou nuit au travail des policiers. Ça pourrait être aussi une accusation qui serait portée contre Peter. Donc, quand même différents chefs. Et de ce que je
peux déceler de ce que vous nous expliquez, c'est que c'est vraiment du cas par cas en ce qu'on va travailler avec ce que les policiers vont vous donner comme information, comme fait, comme détail. Et c'est rendu là que le procureur ou la procureure va pouvoir prendre une décision sur les accusations qui vont être portées contre le prévenu. Maître Blackburn, je me tourne vers vous. Votre collègue, là, on a commencé à toucher, à en parler un petit peu. On parlait de l'aspect humain, de la vulnérabilité des gens qui transitent par la Cour. Avec le temps, là, c'est quoi les grands constats que la Cour de Montréal a fait face au nombre de dossiers qu'elle avait ou justement du type de prévenu qui se présentait là, à la Cour municipale? Maître Lompré l'expliquait un petit peu plus tôt. Grande vulnérabilité, nous sommes près du centre-ville, beaucoup d'organismes, beaucoup de gens qui ont certaines problématiques qui peuvent être conjuguées également ensemble, donc santé mentale, itinérance, toxicomanie. Les constats ont été que c'était traité en silo, en vase clos, entre la justice, la santé, la sécurité publique. Les gens, donc, ne se parlaient pas. On s'est rendu compte que ce serait peut-être un atout, malgré qu'il y avait certaines embûches au départ, là, au niveau, entre autres, de la confidentialité, des données que chaque personne, chaque membre là, soit de la justice, de la santé ou de la sécurité publique, l'information qui est colligée est toujours très confidentielle et toujours dans des rapports bien spécifiques. Par ailleurs, on s'est rendu compte qu'en se parlant, en adressant les problématiques, on était peut-être capable de réduire la récidive sur certains contenus, comme Maître Lompré l'expliquait, une clientèle qui a moins d'antécédents, qui commet des infractions de gravité objective moindre. C'était plus facile à adresser au début au niveau social, au niveau de la santé, pour adresser des problématiques. Donc, c'est clair qu'au départ, la Cour municipale, on traitait des dossiers dans des salles à volume, donc des salles où il y a beaucoup de dossiers traités. Chaque procureur, on est tous humains, mais chacun, on avait notre façon de traiter les dossiers ou certaines problématiques. Il y avait peu d'alternatives également à l'incarcération. On s'est rendu compte que, aujourd'hui, c'est plus au niveau de santé mentale, droit autochtone, mais qu'il y avait, cette clientèle-là ne bénéficiait pas et il n'y avait pas vraiment, ça ne fonctionnait pas vraiment la répression. Donc, être en détention pour une période XY, on n'avait pas un très bon, au final, là, le syndrome des portes tournantes, ça veut dire être arrêté, on l'expliquait tantôt, là, donc Peter est arrêté, il est détenu, purge sa peine, ressort et rebelote. Donc, on recommence la roue. Donc, on s'est rendu compte que c'était pas bénéfique pour certaines personnes, certaines clientèles qui ont certaines problématiques. Donc, à ce moment-là, la nécessité de se parler entre les différents intervenants et de travailler ensemble est apparue comme quelque chose qui était souhaitable. Et au final, vous aurez compris que ça fait plusieurs années qu'à la Cour municipale de Montréal, entre autres, on le fait et on le fait bien. Et on tente d'adresser des problématiques avec nos programmes et avec les ressources que l'on a également là, à Montréal. On a cette chance-là d'avoir plusieurs organismes, d'avoir plusieurs hôpitaux, plusieurs spécialistes dans plusieurs domaines. Donc, on en profite et on en fait profiter également les accusés ou dans certains programmes également là, les victimes. Alors, ça a été ça le constat de départ. Donc, la Cour municipale décide à ce moment-là de mettre sur pied des programmes sociaux. Est-ce que c'est la bonne terminologie? En fait, on les nomme de cette manière-là, compte tenu qu'on adresse différentes problématiques sociales, entre guillemets. Donc, exactement. Donc, de la santé mentale, la maltraitance envers les aînés, la toxicomanie, l'itinérance, également de la conduite avec les facultés affaiblies, qui est également un fléau, des dames qui ont commis des délits à caractère économique, de la conciliation, de la violence conjugale. Donc,
on a un gros amalgame, entre autres, là, à Montréal, et on a un lot de dossiers suffisant à la Cour municipale pour adresser ces problématiques-là et pour en faire des programmes plus sociaux. Donc, travailler en participation et en collaboration avec différents partenaires qui proviennent de d'autres milieux que la justice pour donner un coup de main finalement à ces Peters-là qui ont certaines problématiques et à qui ça pourrait bénéficier et qui, on ne veut plus revoir non plus devant les tribunaux, là, qui ont commis des infractions criminelles. Mais il y en a plusieurs qui ont une réhabilitation qui est certaine si on adresse ces problématiques-là et si on dirige vers les bons organismes et les bons endroits là, pour régler certaines choses. C'est super intéressant. Donc, la Cour s'est adjointe d'organismes ou de partenaires dans le milieu, là, vous l'avez dit, de la santé, de la sécurité publique, et j'en passe, là, pour monter ces programmes-là. Et vous nous avez dit tantôt, et je trouve ça fascinant, c'est pour éviter la récidive. Donc, c'est au bénéfice des individus, mais est-ce qu'on pourrait dire également, Maître Blackburn, que ces programmes-là, c'est également au bénéfice ce qu'on pourrait appeler le système en soi? Parce que l'individu en bénéficie, mais c'est sûr que s'il ne revient pas ou qu'il n'y a pas de récidive, bien, c'est tout le système qui peut en bénéficier également. Bien, ça, c'est évident parce que comme procureur, on a à toujours tenir compte de l'intérêt général, donc de l'intérêt des citoyens, du public, des victimes également, mais la récidive, ça fait partie de ça, la réhabilitation. Donc, c'est populaire, là, ces termes-là, depuis quelques années. Et à la Cour, bien, effectivement, on s'est adjoint des gens des différents CIUS. Là, je vous parle toujours de l'île de Montréal là, et d'organismes communautaires qui gravitent là, autour d'une clientèle plus vulnérable au centre-ville. Donc, effectivement, ça profite au système. Ça profite aux différents partenaires. Si je pense à un agent de probation avec qui on peut discuter, qui a déjà une mesure probatoire, donc qui est en cours, on est capable d'échanger de l'information pour peut-être essayer de trouver des solutions pour ne plus revoir ces gens-là à la cour. Ça fonctionne des fois. Il y a d'autres fois non, mais des fois, si c'est juste de diminuer soit le nombre de fois une personne est arrêtée, par exemple, juste de diminuer également ou de maintenir un niveau, si c'est des petites infractions, on appelle ça là, de la réduction des méfaits. Donc, des fois, juste ça, ça permet de garder une stabilité et on est capable de garder un lien aussi avec ces personnes-là. Des fois, à long terme, on est capable d'aller chercher avec un lien de confiance. Ça revient souvent, là, créer des liens avec ces gens-là. Des fois, ils sont méfiants. Des fois, le système de justice ou la santé, ils ont eu des mauvaises expériences dans le passé. Donc, ça permet de faire en sorte de créer certains liens et parfois, c'est ça, ça fonctionne et on est capable de diriger vers les bons organismes et de ne plus revoir ces gens-là là, dans le système de justice. Donc, des programmes vraiment orientés sur le justiciable, pour le justiciable, pour le servir. Et vous nous avez dit, en fait, tantôt, là, vous avez nommé plusieurs, ou du moins quelques programmes ou quelques aspects qui sont traités là, par les programmes sociaux. On a dit itinérance, violence et ainsi de suite. Oui. Est-ce que je comprends que ça ne s'adresse pas uniquement aux accusés, les programmes sociaux? Il y a d'autres personnes qui peuvent en bénéficier? Effectivement, on est à vous présenter aujourd'hui le programme d'accompagnement justice santé mentale et le PAJA là, au niveau d'une clientèle plus autochtone. Par ailleurs, on a au niveau de la violence conjugale, on a un organisme côté cour, ça sera discuté là, dans les prochains épisodes. Là, oui, c'est ça, je ne veux pas te devancer, mais comme par exemple, côté cour s'adresse aux victimes donc de violences conjugales, violences intrafamiliales. On travaille également en partenariat avec le CAVAC, CAVAC Montréal, qui ont des bureaux chez nous directement à la cour. Donc, il peut y avoir un service d'accompagnement des victimes à la cour. Donc, effectivement, il y a certains programmes également pour la maltraitance envers les aînés où les intervenants donc, font en sorte d'aider les victimes dans le processus. Ouais. Par ailleurs, on ne les oublie pas, les victimes, même dans les programmes, par exemple, dans le programme d'accompagnement justice santé mentale, c'est effectivement un programme pour les accusés, mais s'il y a des victimes associées, des conjoints, de la famille,
comme dans le cas de Peter, Peter s'en est pris à une personne inconnue là, qui sortait du métro. Bien, ces gens-là sont orientés également vers les bons organismes, vers les bons soins, les bons services s'ils en ont besoin. Donc, les victimes sont contactées et les procureurs font les suivis nécessaires, en plus également là, de tenter de trouver des solutions pour l'accusé. Mais c'est important de spécifier là, qu'on ne laisse jamais les victimes de côté dans tout le processus judiciaire, malgré là, qu'il y ait des programmes sociaux qui peuvent aider des accusés. Super. Ben, écoutez, je trouve ça important qu'effectivement, vous l'avez dit, là, on va avoir des épisodes ultérieurs dédiés à d'autres programmes, dont des programmes là, pour les victimes spécifiquement. Mais c'est important pour les gens qui nous écoutent de savoir que c'est plus large que uniquement là, pour les accusés, ces programmes sociaux-là. Et dites-moi, Maître Blackburn, vous, là, quand vous avez un dossier dans lequel il y a, parce qu'on va en parler plus en détail tantôt, mais disons, de façon générale, là, un dossier qui implique ou dans lequel il va y avoir un programme qui va être impliqué, est-ce que c'est vous qui êtes l'intervenante ou il y a un intervenant social qui vous accompagne ou qui accompagne le prévenu? Comment ça fonctionne? Moi, je ne suis pas intervenante, je suis procureure. Donc, comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt là, dans le début, là, comme procureure, donc je vais être appelée souvent à lire le rapport de police, à prendre des décisions au niveau des accusations criminelles. Par la suite, quand une personne est prête à intégrer, par exemple, un programme en santé mentale, moi, je vais continuer à porter là, mon chapeau de procureur. Je ne serai jamais... c'est pas moi qui ferai les interventions ou qui fera les rencontres, là, plus de liaison ou de suivi. On a des partenaires dans le cadre du programme en santé mentale, entre autres, là, avec le CIUS, le CLSC ici à Montréal, donc nous fournit, entre guillemets, donc proviennent de la santé, 3 agentes de liaison qui sont à la cour 5 jours sur 7. Qui ont leur bureau situé là. Et c'est elles, je dis elles, puisqu'elles sont, ce sont 3 femmes qui travaillent avec nous en ce moment et qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine sur le terrain là, en matière de santé mentale. Et c'est elles qui ont le savoir et qui font le suivi. Donc, ils font le pont, grosso modo, entre ce qui se passe à la cour, la justice et la santé. Donc, ce sont nos intervenantes dans d'autres pages SM, ils appellent ça pivot, donc, mais elles sont essentielles au bon fonctionnement là, du programme, là, compte tenu que, comme procureur, moi, j'ai aucun lien avec la santé. J'ai même des fois aucune idée dans la terminologie quand je lis des rapports, par exemple, de l'Institut Philippe Pinel par rapport à des évaluations sur les aptitudes, sur la responsabilité criminelle. On est devenu bon avec les années, mais il y a des fois les termes, certaines maladies, certains symptômes, je ne les connais pas. Donc, elles sont une ressource essentielle donc, à nos programmes ici. Alors voilà, ces intervenantes-là proviennent de la santé. Là. Tout à fait. Donc, je comprends que vous portez le chapeau de procureur et c'est le seul chapeau que vous portez, mais ça ne vous empêche pas de travailler en partenariat, en collaboration avec d'autres intervenants de d'autres milieux qui, eux, portent leur chapeau respectif et ont leurs compétences qui peuvent vous éclairer ou apporter un éclairage là, sur le traitement du dossier. Effectivement. C'est super intéressant tout ça. Maintenant, on a présenté un petit peu la cour municipale, on a parlé un peu du parcours traditionnel, donc accusation, procès, condamnation. On a vu un peu la réflexion derrière, ou du moins les constats que la cour a tirés qui l'a amené à mettre sur pied des programmes sociaux. Plongeons dans nos 2 programmes sociaux d'aujourd'hui, là, et parlons de notre ami Peter. Vous, Maître Blackburn, à la lumière là, des faits, de la trame factuelle, de quel programme est-ce que Peter pourrait bénéficier, selon vous, avec ce qu'on a entendu? Bien, effectivement, là, quand dans la trame factuelle, on mentionne, Peter ne va pas très bien, entend des voix, aurait subi une hospitalisation plus ou moins longue, aurait reçu, peut-être diagnostic en santé mentale, besoin peut-être d'un suivi, d'une médication. Effectivement, le programme d'accompagnement justice santé mentale pourrait être une option pour Peter pour essayer
d'adresser ça et peut-être que le suivi se fasse pour une maladie bipolaire, entre autres. C'est ce qu'on a souligné, là, mais ça pourrait être, peu importe là, la maladie mentale là, qui pourrait être diagnostiquée, pourrait bénéficier de ça. Par ailleurs, Peter devra être volontaire, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est obligé là, de faire des programmes ou d'y prendre part. Là, ça, c'est important de le mentionner, on ne force personne. Donc, si Peter est volontaire à y participer, le volontariat, ça implique de venir à la cour peut-être un petit peu plus souvent que dans un dossier régulier, plus traditionnel, là, entre guillemets. Il devra également respecter probablement certaines conditions. Donc, si Peter est remis en liberté avec des conditions, entre autres, peut-être de se rendre voir son médecin, prendre une médication si elle est prescrite. Si on lui demande de revenir à la cour dans un délai peut-être de 3 mois, faire un premier suivi, vérifier. Ensuite, nous, ce qu'on leur demande de signer, c'est une autorisation afin qu'on puisse divulguer des renseignements, autant la justice, la sécurité publique que la santé. Ça fait en sorte que c'est de l'information qui est partagée entre les partenaires seulement pour le bénéfice du programme en santé mentale. Peter, si à un moment donné de son parcours, ne veut plus participer, libre à lui, et cette information-là va demeurer confidentielle. C'est important de le dire, ce n'est pas l'information qui va être distribuée, ça va être seulement dans le cadre du programme. Donc, Peter pourrait par la suite le rencontrer, une de nos agentes de liaison qui est attitrée. Donc, c'est ce qui est un peu différent des autres choses, c'est qu'on a des autres programmes ou des autres dossiers. Avec les années, donc, aménager les programmes afin qu'il n'y ait pas trop d'intervenants, ce qui fait en sorte que le lien se crée mieux. Donc, il y a moins de procureurs, moins de juges. Ce sont des équipes. Ce sont toujours la même intervenante qui va rencontrer, par exemple, Peter rencontrera toujours la même personne, la même agente de liaison, afin de favoriser le lien et afin là, de faire les suivis, entre autres là, en santé mentale. Donc, je vous parlais d'équipe de juges, équipe de procureurs. On a également la chance d'avoir une avocate de l'aide juridique qui est permanente à l'aide juridique et qui traite la grande majorité là, des dossiers en matière de santé mentale chez nous à la Cour. Il y a certains autres avocats de pratique privée, mais la grande majorité, ce sont des mandats d'aide juridique. On a également agente de probation, criminologue d'Opinel. Donc, ça fait en sorte qu'on a on a également un médecin là, qui est chez nous à la Cour là, pour les individus qui sont détenus, donc chaque jour pour déterminer l'aptitude. Bref, tout cet éventail-là d'intervenants sont dédiés pour le PAGSM et tout ça dans le but avoué là, dès le départ de diminuer la récidive, là, comme on le mentionnait un petit peu plus tôt, et d'aider cette clientèle-là qui est des fois un peu plus démunie et disons-le, prendre des fois des rendez-vous ou faire les suivis médicaux, même pour le commun des mortels, c'est plus difficile. Donc, une clientèle qui est des fois pas dans la rue, mais des fois moins habituée ou moins en lien. Donc, de tomber sur une boîte vocale, faites le 1, faites le 2, rappelez plus tard, ça peut faire en sorte que ça fait décrocher certaines personnes. Donc, on essaye avec les suivis à la Cour qui sont faits de cette manière-là, d'aider aussi à ce niveau-là que les suivis se fassent et de faciliter un peu l'accès. Tout à fait. Donc, si je peux résumer là, très rapidement, in a nutshell, comme diraient nos amis anglophones, donc le programme d'accompagnement justice santé mentale, le PAGSM, c'est une clientèle adulte à qui ça s'adresse. Qui sont donc des individus qui sont accusés d'une infraction criminelle, comme c'est le cas de Peter, ou du moins, on pourrait se douter que ça va être son cas. Et ce sont des individus qui sont aux prises avec une problématique de santé mentale. Oui, c'est exact. Est-ce qu'il y a, Maître Blackburn, des infractions qui sont exclues du PAGSM? Ou là, vous vous dites ça, c'est trop gros, c'est trop pointilleux ou c'est trop complexe? Ou... Il n'y a rien qu'on a exclu d'emblée, compte tenu, comme on l'expliquait un petit peu plus tôt, que la juridiction nous permet de faire
de ne pas faire ces choix-là, finalement, au niveau des infractions, autant que des diagnostics. Là, il n'y a rien qui est exclu. Par ailleurs, c'est du cas par cas. Si on se rend compte que c'est un individu qui est très criminalisé, que ça vaudra une peine de détention à ce moment-là, peut-être qu'il serait exclu là, d'emblée du programme. S'il y a une victime, par exemple, et la décision qui serait prise, ce serait de faire un procès. Donc là, à ce moment-là, de faire un suivi, ça ne ferait pas de sens avec l'orientation du dossier, donc ça pourrait être exclu. Mais d'emblée, il n'y a aucune accusation, aucune infraction là, par procédure sommaire, donc infractions qui sont de juridiction de la Cour municipale de Montréal qui sont exclues là, pour le programme. Super. Maître Lompré, vous êtes toujours avec nous? Je suis toujours là. Alors, on ne vous oublie pas, hein? C'est pas qu'on est en tête à tête, là, mais on est ensemble les trois là-dedans. On va revenir avec vous dans quelques minutes. Je veux juste qu'on vide la question du page SM avant de passer au page A. Maître Blackburn, comment ça fonctionne dans la pratique? Disons que moi, je suis l'avocat de Peter, je suis l'avocat de la défense, si je comprends bien. Oui. Son procureur à lui. Est-ce que c'est à moi de vous lâcher un coup de fil puis de vous dire, je pense avoir un client qui voudrait bénéficier de ce programme-là? Est-ce que je dois lui en parler avant? Est-ce que c'est lui qui m'en parle? Comment ça fonctionne, l'ouverture ou du moins l'adhésion au programme? En fait, cette avenue-là, oui, est tout à fait possible. On a des avocats de la défense qui communiquent avec nous ou qui fixent là, dans nos dates, là, parce qu'on a une salle dédiée là, pour le programme en santé mentale tous les après-midi dans une salle dédiée à la Cour municipale. Par ailleurs, au stade, là, dans le Peter, au tout début, là, était détenu. Donc, il est possible également au stade où il est détenu, au stade où, en fait, les policiers nous soumettent un rapport. Donc là, dans le rapport, on faisait mention dans la trame factuelle que Peter était peut-être confus, incohérent. Il y a certains policiers dans leur rapport ou enquêteurs là, qui nous font la mention évaluation de la santé mentale peut-être préférable compte tenu de l'attitude de monsieur. Et là, on nous met un paquet de facteurs. Donc, les policiers peuvent être la référence là, pour le programme. La magistrature, oui, c'est ça. La magistrature aussi, s'il y a certains avocats qui sont moins familiers avec la Cour municipale, peut-être que la magistrature pourrait mentionner, oui, peut-être qu'on pourrait le reporter. Nous, ici, on a un programme en santé mentale. Peut-être que vous pourriez vous informer, y faire référence. On est rendu connu, là, j'ai l'air de beaucoup parler, mais le PAJA est plus récent versus le PAGSM là, qui est en vigueur depuis mai 2008. Donc, ça fait 12 ans là, qu'on gravite là, autour et qu'on travaille avec ces gens-là et avec ces partenaires-là. Donc, j'ai dit policier, magistrature, avocat de la défense. L'avocat peut également nous soumettre un dossier. Par ailleurs, il faut savoir que c'est toujours le procureur qui va prendre, qui aura le choix final, là, qui va prendre la décision finale. Mais quand il y a des indicateurs de santé mentale, comme on le mentionnait, là, les infractions sont toutes admissibles. À ce moment-là, là, ça sera de prendre une décision sur les faits, sur les antécédents, sur ce qui nous est soumis. Maintenant qu'on est connu également au programme en santé mentale, il y a également des équipes traitantes qui communiquent avec nous, qui savent d'avance qu'il est arrivé des événements. Donc, des fois, on est capable d'agir en amont sans nécessairement judiciariser ces personnes-là qu'on a déjà en suivi. Donc, on est capable des fois de faire du travail en amont. Donc, quand on parlait là, de diminuer la récidive, mais ça peut permettre aussi de déjudiciariser ou de non-judiciariser certaines infractions, certains individus. Quand, à la lecture là, de ce qui s'est passé, ça fait du sens. Là. Bien évidemment, là, on reste toujours avec les critères d'intérêt du public et des victimes là, qui peuvent être associées aux infractions qui sont commises. Par ailleurs, si ce n'est pas nécessaire de judiciariser davantage, mais de maintenir le lien avec les équipes traitantes, bien, on va privilégier cette avenue-là, si c'est la bonne avenue là, à prendre, évidemment, là, dépendamment des circonstances.
D'accord. Donc, une série de facteurs qui vont vous permettre de prendre une décision quant au choix là, de proposer un programme comme le Page SM Exact. à un accusé. Maître Lompré, je me tourne vers vous. Est-ce Enfin! Oui. Est-ce qu'il y aurait un autre programme auquel Peter pourrait avoir droit ou pourrait bénéficier vu les faits de la trame factuelle? Oui, ben écoutez, ce ne sera pas une grosse surprise là, pour personne, mais oui, il pourrait éventuellement pouvoir participer au PAJA, qui est le programme d'accompagnement justice aux personnes autochtones. Avant que je dise quelques mots sur le PAJA, je pense que c'est important pour les gens qui nous écoutent de comprendre, en fait, pourquoi on vise les Autochtones et pourquoi on ne vise pas d'autres groupes identitaires. C'est qu'en fait, c'est qu'en droit criminel canadien, donc le droit criminel canadien reconnaît que les Autochtones au Canada ont vécu et vivent dans des conditions de vie qui sont vraiment uniques et qui sont vraiment spécifiques et qui ne ressemblent pas aux conditions dans lesquelles peuvent vivre même d'autres groupes vulnérables. Et donc, dans les dernières 30 années, tant la Cour suprême que le Parlement canadien, là, via des changements qui ont été faits au Code criminel, ont insisté sur le fait qu'on doit prendre en compte donc, les conditions de vie uniques dans lesquelles vivent les Autochtones pour et tenir compte de ces réalités-là, en fait, tout au long du processus judiciaire. Donc, tenir compte de cette grande vulnérabilité-là tout au long du processus judiciaire. Les tribunaux, donc tant les juges que les avocats, doivent donc constamment, lorsqu'il est question d'une victime autochtone, d'un accusé autochtone, aller chercher des renseignements, en fait, sur le passé vécu par ces personnes-là. Et le passé vécu par la personne, mais aussi par les communautés dont sont issues les personnes autochtones. Et donc, l'objectif du PAJA, en fait, c'est d'avoir des acteurs, donc des procureurs, des juges qui sont un peu plus au courant, finalement, de ce que les communautés autochtones ont pu vivre dans les 150 dernières années là, de cet héritage de colonialisme là, et des traumatismes, en fait, qu'ils ont vécus. Oui. Donc, d'avoir des acteurs qui sont au courant de ces renseignements-là, de ces circonstances-là, et qui sont capables d'en tenir compte. Donc, au moment où on va se poser la question, est-ce qu'on doit remettre cette personne-là en liberté ou bien comment on doit lui imposer une sentence, eh bien, là, il y a une façon, une méthode d'analyse qui doit être différente avec un contrevenant qui est autochtone. Et donc, c'est la raison pour laquelle le PAJA a été mis en place, mais aussi pour essayer d'offrir de l'aide, finalement, à un groupe, des groupes, parce que c'est des communautés autochtones, mais des groupes qui vivent, qui sont surreprésentés parmi donc, les inégalités sociales là, qui peuvent être vécues, et notamment à Montréal. Donc, on pourra en parler pendant vraiment de longues heures. Là. Ouais. Mais un des constats, en fait, des inégalités que les Autochtones vont vivre dans notre système de justice, c'est qu'ils sont constamment surreprésentés. Alors que ce soit au moment devant les tribunaux, mais je veux dire qu'ils sont surreprésentés à toutes les étapes là, du processus judiciaire. Là, si on s'intéresse au système de justice pénale, donc ils sont généralement 4 à 5 fois plus susceptibles de se faire interpeller par les policiers. Ensuite, ils sont vraiment beaucoup plus nombreux dans les prisons. Et en termes de proportion, c'est faramineux. Là. Donc, les chiffres varient un petit peu selon les études, mais généralement, si on s'intéresse au Canada, les Autochtones représentent, selon les recensements, entre 3 et 5 de la population, mais représenteraient entre 25 et 30 des détenus dans les prisons canadiennes. Donc, cette surreprésentation-là dans les prisons, dans le système de justice, est le meilleur indicateur du point de vue des experts pour dire que le système de justice, jusqu'à date, a vraiment échoué dans ses relations avec les Autochtones. Et donc, le programme qui a commencé finalement dans les dernières années, mais qui est officiellement indépendant, un programme en lui-même depuis le mois d'août, l'objectif est d'essayer de diminuer finalement les inégalités sociales qui vont être vécues par les personnes en question pour essayer d'empêcher ou de diminuer le fait que la criminalité soit comme une des seules façons qu'ils ont de survivre. Là. Donc,
On travaille donc, comme dans le cadre du PAGSM, donc on travaille avec des organismes communautaires qu'on appelle nos organismes parajudiciaires. Et donc, ce sont des intervenants, pour la plupart autochtones, des organismes de Montréal qui viennent donc dans nos séances à la Cour pour rencontrer soit les défendeurs ou les victimes, pour leur offrir, premier objectif, leur offrir un soutien, leur offrir de l'aide au niveau de l'amélioration des conditions de vie. Et deuxième objectif, c'est aider les procureurs et les juges à tenir compte des traumatismes qui ont pu être vécus par la personne ou par sa communauté. Super intéressant. Donc, encore une fois, tout comme le PAGSM, vous allez vous adjoindre là, de professionnels ou d'intervenants. Et dans ce cas-ci, c'est de gens qui sont issus de la communauté, donc qui peuvent comprendre la réalité, peut-être encore plus là, de ces individus-là pour vous aider et pour les faire cheminer à travers le processus à la Cour municipale. Exact. Puis tous les programmes, on peut le répéter, là, mais tous les programmes sociaux de la Cour municipale, donc, travaillent avec un partenaire, là, que ce soit communautaire ou du réseau de la santé, justement pour que ce soit efficace et que ça fonctionne. Parce que si moi, je suis la procureure et que je me dis, je vais aller rencontrer un défendeur autochtone pour essayer de le motiver à améliorer ses conditions de vie, il n'est pas du tout intéressé de me rencontrer, moi, avec ma toge, alors que je fais partie du système qui le traumatisme et lui fait vivre de grandes injustices depuis plusieurs années. Donc, on n'a pas le choix, c'est essentiel. Donc, ce sont ces organismes-là partenaires qui sont même à la base de la naissance des programmes, parce que ce sont eux qui viennent vers nous en disant, peut-être qu'on pourrait vous aider à rencontrer les gens pour essayer de leur offrir un chemin adapté à leur réalité. Donc, super intéressant. Et puis, est-ce que c'est Maître Blackburn tantôt qui disait que le PAGSM est plus vieux, entre guillemets, que le PAGA. Le PAGSM, on a dit 2008. Le PAGA, quelle année, Maître Lompré? En fait, officiellement, comme un programme indépendant, c'est 2020. Donc, c'est l'été 2020. Donc, il y a 6 mois. Par contre, ce que vous devez savoir, en fait, c'est qu'il y a un programme à la Cour qui s'adresse aux personnes en situation d'itinérance, qui est le PAGIC. Il sera question du PAGIC la semaine prochaine dans une autre capsule. Mais au sein du PAGIC, il y avait certaines dates du PAGIC, en fait, qui étaient réservées aux personnes autochtones, parce que parmi les personnes en situation d'itinérance à Montréal, il y a un grand pourcentage d'Autochtones. Donc, on dit qu'à peu près, là, les chiffres varient, mais que 12% des personnes en situation d'itinérance de Montréal seraient des personnes autochtones, alors que c'est à peu près 1% de la population. Donc, encore, ils sont surreprésentés. Donc, ça avait été un projet pilote à partir de 2016-2017, qu'il y avait un volet autochtone dans le PAGIC, mais maintenant, le PAGA existe vraiment et il s'adresse à toute personne qui s'identifie comme étant autochtone, donc membres des Premières Nations, Inuits, Métis. Et il n'y a pas de crime exclu, il n'y a pas de dossier exclu. C'est vraiment, le seul critère, c'est que la personne s'auto-identifie comme étant autochtone et qu'elle souhaite en fait qu'on lui offre ce soutien, qu'elle soit volontaire, comme dans le cadre du PAGSM, dans le sens où elle accepte qu'on considère sa situation et qu'on lui offre de l'aide. Super. Donc, pas d'infraction exclue. Encore une fois, le volontariat, quelqu'un qui veut s'investir ou du moins quelqu'un qui veut prendre part à un processus, appelons-le, de réhabilitation. Tantôt, vous avez dit d'amélioration des conditions de vie. Peut-être pour quelqu'un qui est à l'extérieur du système de justice, ça veut dire quoi, grosso modo? Est-ce que c'est de se trouver un logement? Est-ce que, par exemple, dans le cas de Peter, ça va être de l'aider à prendre sa médication? Ça consiste en quoi l'amélioration des conditions de vie? Mais c'est très individualisé généralement. Donc, la personne va être rencontrée par un des intervenants, soit de la santé ou du milieu communautaire, pour essayer de voir qu'est-ce qui amène Peter finalement à vivre ses difficultés. Donc, dans son cas, on sait dans la trame factuelle qu'il vient de Coudjouac, donc il est récemment arrivé à Montréal. Alors, est-ce que le déracinement ou le fait de s'être retrouvé à Montréal en vivant une grande solitude, pardon. Oui. Donc, c'est de voir, est-ce que cette personne-là souhaite retourner dans sa communauté ou est-ce qu'elle souhaite au contraire, justement, obtenir un appartement ici? Est-ce qu'elle souhaite participer à un projet d'obtention de logement via un organisme communautaire partenaire? Donc, ça va être en fonction de ce que la personne a envie d'améliorer.
Et évidemment, les intervenants peuvent conseiller et puis inviter à suivre certaines étapes, mais ça faut que ça vienne vraiment de la personne. De la personne. Donc, de se poser la question, c'est quoi le projet de vie de la personne aussi, que ce soit en matière de logement, peut-être aussi en matière de travail, d'éducation, de santé, et ainsi de suite. Je vois le temps qui file, c'est tellement une discussion intéressante, puis il y a déjà des questions dans le, j'allais dire dans le chat, mais ce n'est pas le chat. Donc, si vous voulez poser une question, là, on a beaucoup de participants aujourd'hui. Gênez-vous pas, utilisez le Q&R. En fait, ce que je vais faire, je vais prendre quelques questions dès maintenant. Puis, en guise de conclusion, j'aimerais ça vous entendre et Maître Lompré et Maître Blackburn sur les bénéfices de ces programmes-là. Puis, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça a apporté? En quoi ça a amélioré, selon vous, le système en soi? Puis la pratique à la Cour municipale de Montréal. Mais avant ça, allons voir les questions du public. Une première question alors, allons-y. Avez-vous des statistiques sur l'amélioration de certaines problématiques, diminution du nombre de méfaits ou du nombre de récidives, par exemple? Je ne sais pas qui veut répondre, mais Blackburn. C'est une question, oui, je vais y aller, mais c'est une question qui est assez large. Au niveau statistique, on n'est pas... on est des juristes, hein? On est des procureurs. On n'a pas de statistiques en tant que telles au niveau des 9 programmes sociaux et on a un programme de mesure de rechange. Là. En tout cas, ça viendra ça à la 4e, à l'épisode 4 de nos rencontres. Par ailleurs, au niveau des chiffres, au niveau d'une diminution globale, il faudrait peut-être voir ça plus avec la sécurité publique. En tant que tel, mais nous, on n'a pas de statistiques que l'on tient de façon décortiquée ou en tout cas aussi précise que ça chez nous à la Cour municipale. OK, d'accord. Par contre, c'est ça, si on peut ajouter, on n'a pas de... C'est très difficile d'obtenir des chiffres parce qu'encore une fois, on n'est pas statisticien et à ma connaissance, il n'y a jamais eu vraiment d'études menées par des chercheurs là, qui sont vus vraiment tirer toutes les données de nos dossiers pour être capables d'en tirer des conclusions au niveau de la récidive. Par contre, en tant que procureur, les deux, on est impliqués dans les programmes sociaux depuis plusieurs années. On peut dire que le ressenti qu'on a qui nous est transmis par les avocats de la défense, même par les victimes et parfois même par les accusés qui vont prendre le temps de nous mentionner, c'est qu'il y a certainement des gens qu'on ne va pas réussir à aider, mais il y a quand même beaucoup de gens qu'on réussit à aider qui vont prendre le temps de nous mentionner, des familles qui vont nous dire, par exemple, des familles qui ont pu être soit qui accompagnent la personne accusée ou qui ont pu être carrément victimes et qui vont nous dire, mais heureusement que ça existait, que vous avez pris en considération, par exemple, le fait qu'il était malade et qu'en bout de ligne, vous ne vouliez pas à tout prix le punir et l'envoyer en prison. Donc, on a un ressenti très positif qui est transmis par les gens. Et si je peux parler plus spécifiquement du PAJA, on est en discussion en ce moment, comme le PAJA est très récent, on est en discussion en ce moment avec des chercheurs, justement, qui pourraient avoir le rôle là, vraiment de venir chercher toutes nos données pour être capable, dans quelques années, de nous donner finalement un aperçu de quel a été le taux de récidive au bout de 2 ans, quel a été le taux de récidive au bout de 4 ans. Mais donc, présentement, on n'a pas ce quantitatif-là. On a le qualitatif. Mais merci pour vos réponses. Prochaine question. Est-ce qu'il faut absolument être résident de Montréal pour avoir accès aux programmes sociaux de la Cour municipale de Montréal? Ah, c'est une bonne question. La réponse, c'est non. Ce n'est pas nécessaire, en tout cas chez nous, là, pas pour les programmes de la Cour municipale. Il faut avoir commis une infraction sur le territoire de l'île de Montréal, mais au niveau du point de résidence, non, pas nécessairement. Ça peut être à l'extérieur. D'accord. Est-ce que ces programmes ont été inspirés d'ailleurs? Est-ce que vous vous êtes basé sur un ou des modèles provenant d'une autre ville? Et moi, je me permets même de vous poser la question d'un autre pays ou d'un autre système de justice. En fait, si on parle du PAGSM, là, oui, effectivement. En fait, il y a beaucoup de tribunaux spécialisés partout au monde. On n'est pas les premiers. Là. Ici, au Québec, là, oui, on
on a créé ça chez nous à la Cour municipale. Par ailleurs, entre autres, à Toronto, ils ont un tribunal spécialisé en santé mentale, là, si on parle de ça, mais il y a plusieurs tribunaux spécialisés au Canada et partout dans le monde, autant au niveau de la toxicomanie, de la santé mentale, que je pense également au niveau autochtone. Là, Maître Lompré, vous me corrigerez si je me trompe. Donc, on s'est basé, il y a même une équipe qui s'était déplacée là, à l'époque, la création du PAGSM à Toronto pour aller voir le fonctionnement, pour aller poser des questions. Il y en a un autre au Nouveau-Brunswick. Donc, oui, c'est important de voir ce que les autres font, mais c'est également important d'être capable de regarder chez nous de quoi on a besoin, de quelle réalité on doit traiter, quelle vulnérabilité, puis par la suite, quelles ressources également on a. Si on parle des PAGSM, toujours, ça a été le premier à la Cour municipale de Montréal en 2008. Par ailleurs, à l'heure actuelle, il y en a une quinzaine qui sont nés partout au Québec. Donc, ça a été le ministère de la Justice a été en partenariat là, avec les autres cours, surtout les DPCP, là, mais il y a certaines autres cours municipales qui ont emboîté le pas pour les PAGSM pour essayer justement de traiter de ces vulnérabilités-là. Et maintenant, c'est peut-être un peu moins tabou aussi. Peut-être qu'au niveau là, on est capable de parler autochtone, on est capable de mettre des mots, on est capable de la santé mentale également. Des fois, à Montréal, au niveau d'une clientèle multiculturelle, des fois, santé mentale, c'est pas toujours évident. Donc, on essaie de travailler avec les ressources que l'on a et avec la clientèle que l'on a. Donc, effectivement, on s'est basé sur autre chose, mais après ça, on a regardé de quoi on avait réellement besoin ici à Montréal pour faire face là, à ces réalités-là. Ça, c'est super intéressant ce que vous dites et ça va faire, je vais faire le lien avec la prochaine question qui nous est posée, qui est très intéressante. À ma compréhension, c'est que les programmes sociaux de la Cour municipale viennent et naissent de la réalité sociale. Donc, vous avez constaté quels étaient les besoins du terrain et en fonction de ces besoins-là, on y a répondu avec les programmes sociaux. Et la question est la suivante, est-ce que les organismes communautaires peuvent proposer des nouveaux programmes et si oui, comment faire? Oui, si je peux parler pour le PAJA, en tout cas, l'organisme qui est le principal partenaire, c'est le Centre de justice des Premiers Peuples de Montréal, qui se retrouve au sein de Centre Amitié autochtone de Montréal. Et c'est vraiment le centre de justice qui est venu vers nous. En fait, les intervenants, ça leur arrivait d'être souvent à la cour pour accompagner des gens à travers leur processus judiciaire. Et ce sont les intervenants, en fait, qui ont commencé à créer des liens avec certains procureurs, peut-être un petit peu plus ouverts et plus progressistes. Et donc, les intervenants, au fur et à mesure du temps, en sont venus à dire, mais ça prendrait carrément pour les personnes autochtones un programme vraiment indépendant, une date prédéterminée dans le calendrier où toutes les personnes autochtones vont pouvoir reporter leur dossier. À ce moment-là, on fait venir des interprètes selon les langues qui sont parlées par les défendeurs ce jour-là. On fait venir plusieurs intervenants sociaux de Montréal, en fait. Donc, pour une séance, par exemple, PAJA, il peut y avoir jusqu'à 6 intervenants communautaires qui vont venir ce matin-là spécifiquement selon les défendeurs présents. Et donc, s'il y avait des organismes, au même titre que le Centre de justice des Premiers Peuples, qui disaient, ben moi, je suggère ou je suis d'avis qu'il devrait y avoir quelque chose pour une autre clientèle, peut-être les gens sans emploi, ou peut-être pour les nouveaux arrivants au pays, ben, il pourrait y avoir cette espèce de mise en relation là, qui est faite et de demande. Évidemment, ça prend plusieurs années. Là, si on veut en parler au Centre de justice des Premiers Peuples pour le PAJA, je pense qu'ils ont poussé un grand soupir de soulagement quand ils ont su que le PAJA allait exister officiellement après plusieurs années de travail. Mais Oui. donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Super. Ben, écoutez, c'était toutes des questions fort intéressantes. Je reviens à notre dialogue et on nous reste quelques minutes là, pour conclure cet entretien super éclairant. Peut-être d'une touche plus personnelle ou même plus objective, là. C'est quoi les bénéfices du PAJA? C'est quoi les bénéfices du PAGSM? Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain en tant que procureur? On va y aller avec Maître Blackburn en premier.
Je pense que quand on est procureur et qu'on a la chance de travailler en partenariat, ça amène une autre dynamique, ça amène une autre dimension à notre travail. Quand on part de faits seulement d'un rapport policier, là, qui sont des faits totalement objectifs constatés par des gens, et quand on a par la suite l'histoire complète, quand on a l'histoire de Peter, ça amène une autre dimension à notre travail et on a la chance de pouvoir travailler, poser des questions et avoir beaucoup, beaucoup d'informations afin que, comme procureur, on puisse prendre des décisions dans des dossiers, autant sur la remise en liberté d'un individu ou sur une peine plus clémente si le programme a été bien fait, si les conditions ont été respectées et tout ça. Et Maître Lompré en parlait un petit peu plus tôt également au niveau des familles, parce qu'on a beaucoup effectivement parce que les premiers contacts que l'on a souvent, surtout en pandémie, c'est la famille, ce sont les parents, les enfants. Donc, honnêtement, je pense qu'on a l'impression de faire une différence quand au final, la famille nous parle et nous dit que ça va mieux, qu'on a réellement fait une différence en laissant une chance, entre guillemets, à Peter, peut-être de le remettre en liberté avec certaines conditions, peut-être plus sévères, mais que Peter se prend en main et suit les recommandations et a l'ouverture d'esprit de le faire. Les commentaires par la suite, souvent on a de très beaux témoignages à la cour aussi quand on termine, entre autres, là, je parle du PAGESM, là, mais les gens sont très... quelqu'un qui peut être très méfiant au départ peut nous être très reconnaissant et avoir l'ouverture là, au niveau de la justice et de la santé et de la sécurité publique qu'il n'y avait pas au début du processus judiciaire. Et ça, honnêtement, c'est très gratifiant. De travailler en équipe et pas juste seul dans son bureau à analyser des faits, à lire la jurisprudence, ça amène au quotidien. Oui, c'est plus de travail des fois là, d'aller rechercher l'information un peu partout. Par contre, c'est très, très intéressant. Ça amène une autre dimension à notre travail, donc au niveau de la santé mentale. Donc, j'en ai appris beaucoup avec les années sur, oui, les diagnostics, comment ça se passe dans le système de santé, parce que pour monsieur, madame, tout le monde, c'est pas évident. La première ligne, la deuxième ligne, les rendez-vous, comment ça se passe au niveau d'une hospitalisation, la médication, là, entre autres au niveau psychiatrique, les différentes possibilités qui sont offertes à ces gens-là. Donc, je pense qu'on bénéficie tous comme procureurs, mais comme les autres intervenants et également le citoyen, les gens en général, la population bénéficient de ces programmes-là et je pense que c'est tout en leur honneur des individus qui décident de s'impliquer là-dedans et qui le font jusqu'au bout bien. Donc, comme on le mentionnait un petit peu avant, il y en a beaucoup qu'on ne revoit plus et c'est tant mieux, c'est ça le but. L'objectif, Maître L'objectif. Oui, peut-être pour conclure, en fait, une des choses qui est très différente aussi dans les programmes sociaux, Maître Blackburn le disait, là, il y a une salle, en fait, qui est dédiée aux programmes sociaux. Et donc, toute la semaine, il va y avoir des gens qui vont, en quelque sorte, terminer, si je peux dire, un des programmes. Et l'ambiance et l'approche est tellement différente. Alors, il y a beaucoup de gens qui, donc, dans cette salle-là, toutes les semaines, vont finalement se retrouver devant les tribunaux, vont recevoir des félicitations de la part d'un procureur de la Couronne, vont recevoir des félicitations de la part d'un juge pour les efforts et les démarches qui ont été faites pour améliorer finalement leurs conditions de vie et ne plus se retrouver devant les tribunaux. Alors ça, c'est... Donc, il y a même certains programmes qui vont remettre des certificats aux gens qui les complètent ou qui participent. Alors ça permet une expérience aussi qu'on pense utile et efficace là, pour permettre à des gens de se dire, ben moi, je garde quand même un bon souvenir, mais je n'ai pas le goût de retourner dans ce corridor criminel. Donc, c'est sûr que d'un point de vue d'un professionnel qui travaille dans ce travail d'équipe-là, c'est très gratifiant, mais c'est aussi novateur là, dans le sens où si on revient à l'approche traditionnelle dont on parlait au début, c'est pas très traditionnel pour un procureur de la Couronne et pour un juge de féliciter une personne accusée d'avoir réussi un cheminement d'amélioration de soi. Tout à fait. Ben, écoutez, je me suis pris des petites notes là, tout au long de notre dialogue. Voici les mots que je retiens et vous me dites si j'ai bien compris.
volontariat, donc la personne, c'est un processus qui est volontaire, approche individualisée avec le justiciable, le citoyen, amélioration des conditions de vie de l'individu qui passe à travers ces programmes-là, baisse ou du moins diminution de la récidive, multidisciplinarité, travail d'équipe, travail avec d'autres intervenants et approche novatrice, vous l'avez dit à la toute fin. Est-ce que j'ai bien saisi l'esprit des deux programmes sociaux qu'on a évoqués aujourd'hui? Je pense qu'on a bien expliqué. Je pense que notre point a été entendu. C'est ça. C'est exactement ça. Bien, Maître Lompré, Maître Blackburn, vos explications ont été fort éclairantes et je suis convaincu que les gens qui étaient avec nous aujourd'hui ont apprécié notre échange. Je vous remercie en mon nom personnel et au nom du Barreau de Montréal pour votre travail et pour votre temps aujourd'hui. Je rappelle aux gens qui sont avec nous qu'on va avoir 3 autres échanges comme celui-ci. Donc, lundi prochain, le 22, le 29 et le 5 avril. Donc, on présente l'ensemble des programmes sociaux de la Cour municipale de Montréal. Et j'en profite également en conclusion pour vous dire que le 18 mars prochain, c'est notre 3e et dernière séance de consultation juridique gratuite et virtuelle. Alors, rendez-vous au www.salonvisédroit.com pour pouvoir bénéficier d'une consultation juridique gratuite. Mon nom est Joey Hanna, Maître Lompré, Maître Blackburn. Je vous dis bon après-midi et au plaisir de vous croiser quelque part à la cour, qui sait. Merci. Merci. Bonjour.